Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Pavlov's House publié par Dan Versen Games en 2018. Dans cette vidéo, on va voir la mise en place et la phase des cartes soviétiques. OK, et on va partir notre playthrough du même coup. Au niveau du setup, comment ça marche? Alors d'abord, le deck des méchants, le deck des méchants allemands. Il y a un principe dans ce jeu-là qu'on appelle le deck seedé, c'est-à-dire que, un petit peu comme Pandémie, là, pour prendre un exemple classique. Vous allez créer plusieurs petits decks que vous allez colisser un par-dessus l'autre. Fait que les cartes allemandes ont tout un chiffre qui les identifie de 1 à 5 finalement. Vous allez commencer par tirer les cartes de 1, après ça les cartes de 2, 3, 4, 5. Fait que là, comment que ça marche dans le jeu physique, là, c'est que vous allez prendre toutes les cartes allemandes avec le même chiffre, vous allez les mettre ensemble, vous allez brasser chacun de ces 5 petits decks-là. Alors voici ce qu'on va faire à ce moment dans Vassal. Alors je shuffle les 5 petits decks. Ensuite, vous allez commencer par crisser le deck de 5. Vraiment, ça va être le dernier que vous allez piger, fait que c'est lui que vous allez mettre en premier. Après ça, vous allez mettre le deck de 4 par-dessus. Avant de mettre le deck de 3, vous allez mettre une carte de Resupply. Cette carte-là, je peux vous la montrer, là. Il va y avoir 3 moments dans le jeu où vous allez devoir nourrir les gens qui se trouvent dans la maison de Pavlov avec du take-out ou quelque chose. Là. Vous allez devoir trouver une façon de les nourrir. Puis ça va se passer dans le fond juste avant que vous commenciez les cartes 2, 3 et 4. Fait que dans le fond, vous allez prendre une carte de Resupply. Une fois que vous avez mis les cartes de 4, vous allez mettre une carte de Resupply par-dessus. Après ça, vous allez mettre les cartes de 3, une autre carte de Resupply, les cartes de 2, une autre carte de Resupply, puis après ça, les cartes de 1 par-dessus. Fait qu'on va avoir quand même une coupe de tours. On va falloir tout épuiser les cartes de 1 avant de pogner notre premier resupply. Après ça, on va épuiser les cartes de 2, un autre resupply, les cartes de 3, un autre resupply, les cartes de 4, puis après ça, les cartes de 5. Puis c'est ce deck-là qu'il faut toffer dans le fond jusqu'à la fin. Là. Les cartes de resupply, normalement, je pense que c'est un peu bizarre dans Vassal comment c'est fait, ou c'est peut-être une différence d'édition du jeu. J'ai juste joué en format électronique à ce jeu-là, fait que je pourrais pas dire. Là. Euh, mais de ce que j'ai compris, dans certaines éditions du jeu physique, les cartes de Resupply, ils ont Resupply d'un côté, puis ils ont un certain Storm Group de l'autre côté. Parce qu'on va le voir, à toutes les fois qu'on arrive à un Resupply, on va avoir l'opportunité d'aller envahir une maison environnante à Pavlov's House. Puis question que ce Storm Group-là change d'une game à l'autre, puis que ce soit un autre facteur de variabilité. Normalement, le jeu vous dit là, de brasser les 6 cartes de Resupply, puis de choisir aléatoirement les 3 qui vont être collissées dans le deck. De ce que j'ai vu dans Vassal, les cartes de Resupply sont toutes pareilles, puis ils ont le même endo que les cartes allemandes, mais nous avons un petit deck ici de Storm Group de 6 cartes. Fait que ce que je fais moi quand je joue dans Vassal, c'est qu'à chaque fois que je révèle une carte de Resupply, je prends une carte aléatoire du Storm Group, puis c'est ça la maison que je peux envahir. On va voir les détails là, quand on va progresser. Là. Mais pour l'instant, j'ai mes cartes de 4 qui sont ici, fait que je mets celle-là par-dessus. Une première carte de Resupply. J'envoie mes cartes du deck 3, je mets un Resupply par-dessus. J'envoie mes cartes du deck 2, je mets un Resupply par-dessus. Puis j'envoie mes cartes du deck 1. Fait que là, on a un gros paquet de, je me rappelle plus comment, 50 cucs, je pense, cartes allemandes, puis faut toffer ça jusqu'au bout. Là. Ensuite, on va aller shuffler les cartes soviétiques, le deck russe qui appelle, fait qu'on va venir shuffler ce deck-là ici. Ce deck-là contient, c'est toutes des bonnes cartes, là, on va voir, là, c'est la phase des cartes soviétiques qu'on va faire dans cette vidéo-là. Là. Mais ce deck-là contient toutes des bonnes cartes, à l'exception de 3 cartes qui appellent Fog of War, là, qui sont des cartes, en fait, je peux vous montrer un exemple, parce qu'il y en a 7 en tout dans le jeu. Il y en a 3 qui commencent dans le deck, puis il y en a 4 qui commencent à l'extérieur du deck. Fait que ça, c'est un classique de cartes boboche, là, qu'une fois qu'on la pige, elle prend de la place dans notre main, puis elle compte comme une carte pigée, mais on peut pas rien colisser avec. Là. Ça représente les aléas de la guerre, puis les imprévus, puis toutes sortes de gugus, là. Fait que 3 dans le deck, 4 en dehors du deck, qui vont être appelés à rentrer dans le deck, par exemple, assez vite, pour venir nous faire chier. Là. 4 soldats commencent dans la maison de Pavlov. On peut les reconnaître par, faut le savoir, là, mais le petit carré blanc qu'il y a en bas à droite du counter. Fait qu'on a Pavlov, Alexandrov, Glushenko et Chernogolov.
puis les 30 que côtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On a 30 autres qui commencent à l'extérieur. On a aussi des tokens qui représentent des armes, mortier, mitraillette, puis en donc, là. Ça, il n'y a rien de ça qui commence dans la maison. Ça aussi, ça commence à côté. Dans la maison comme telle, on a 10 tokens de suppression qui sont ces espèces de tokens-là avec une cible, puis on a 2 tokens de bouffe qui commencent ici dans le, on appelle ça du supply, je pense, ouais. On appelle ça le supply de la maison. Tout le reste des tokens possibles et imaginables que vous pouvez avoir, là, vous allez les garder pas loin, là, puis les stacker ensemble, on va pouvoir les utiliser éventuellement. Là. C'est pas mal ça. Puis dernière petite affaire, vous allez mettre le petit token de bouclier là, sur le 6 de chacun des murs. Là. Fait que ça représente la force des murs de la maison, là, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont bien padés, là, puis comment est-ce qu'ils sont résistants. Là. Fait qu'au début, ça commence au maximum, c'est-à-dire 6, là, mais au fur et à mesure que la maison va se faire canarder, là, ça va dropper. Là. Fait qu'il y en a un pour le mur rouge, un pour le mur vert, puis un pour le mur mauve. Voilà, ça c'est le setup. Fait que là, on commence notre premier tour officiellement. Là, ils appellent ça la Soviet Card Phase. Là, c'est pour ça que j'appelle ça la phase des cartes soviètes, je pense. Là. Dans cette phase-là, ce qu'on va faire, puis moi je le fais directement sur le board dans ma salle, là, je pense que c'est ça qui est le plus simple. Là. Ou je pense que je le fais ici, ouais. Ah, ici, c'est quasiment le plus simple. Fait que rappelez-vous, notre deck de bonnes cartes soviètes a été brassé. Encore là, il y a 30 que cartes là-dedans, je sais pas trop quoi, là, mais il y en a quand même pas mal. Puis il y a 3 Fog of War au travers. À toutes les fois qu'on arrive dans la phase de cartes soviètes, on va tirer les 4 premières cartes de notre deck de soviètes, puis on va voir ce qu'on va faire avec. Fait que allons-y, on fait ça live. Un, 2, 3, 4. On va les flipper. Alright. Fait qu'on n'a pas pogné de. On n'a pas pogné. Là, je peux pas m'empêcher de checker qu'est-ce qu'on a. Interesting. OK. Fait qu'on n'a pas pogné de Fog of War. Là, certains vont dire on est chanceux. Ben, oubliez pas, les Fog of War sont quelque part. Fait qu'on va y pogner à un moment donné. Fait que, tu sais, ce que tu veux pas, parce que là, je vous le dis tout de suite, avec ces 4 cartes-là, on va en choisir seulement 3 pour faire des actions. Fait que dans le fond, ces cartes-là, de la façon que ça marche, c'est qu'ils sont, ils ont 2 parties, là, si on veut, sont séparés en 2. Là. Là, on peut faire 3 actions au total, pas plus qu'une action par carte. Fait que supposons que je choisisse cette carte-là, il faut que je fasse soit cette patente-là ou cette patente-là. Puis si je choisis cette carte-là, il faut que je fasse soit cette patente-là, soit cette patente-là. Il y a donc une des cartes qu'on n'utilisera pas. C'est pour ça qu'il n'y a rien là jusqu'à un certain point de pogner un Fog of War. Parce que vous avez 3 autres cartes pour faire de quoi. À partir du moment où on pogne 2 Fog of War, par exemple, malheureusement, puis 3 Fog of War, là, ça nous limite en coalice avec ce qu'on peut faire. Là, on va vraiment perdre des actions, puis c'est ça qui est dramatique dans le jeu. Là. Mais que sont donc ces cartes-là? Puis ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est ma plus grosse plainte par rapport au jeu. Là. Je comprends le flavor d'appeler ça par le nom, le petit de dire le Rifle Division des 13e Guards, puis le 267e Anti-Aircraft Battalion, puis le 139e Signal Battalion. Puis là, ça correspond à des spaces sur la map. T'sais, on voit le 139 ici avec cette patente-là qui effectivement correspond au 139 qui est ici. Puis on voit le 1083, 1083e. Je peux pas croire que les 1082e avant étaient utilisés, là. Mais le 1083e Anti-Aircraft Régiment. Chris, on va se rendre des 6 chiffres. Fait que ça, c'est ce spot-là ici sur la map. Fait que tu sais, au début, en tout cas, dans les règles, à un moment donné, ça devient deuxième nature, mais puis même là, j'ai mon petit cheat sheet, moi, toujours en avant de moi quand je joue au jeu, là. Puis il y a probablement un player aid qui vient avec le jeu, je peux pas croire par rapport à ça. Mais n'empêche, plutôt que d'y aller abstrait ici avec des symboles puis avec des chiffres, là, il y aurait eu de la place sur la map pour écrire des petits reminders de ce que chacune de ces affaires-là font. Là. Ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est mon plus gros inconvénient au niveau de l'ergonomie, au niveau de la facilité d'approche de ce jeu-là.
Surtout dans les premières games, quand on essaye de se rappeler qu'est-ce que je peux faire déjà avec ces calices de cette gang-là ici, les 139e puis le 13e qui est ici, me semble de lister en dessous, au moins le nom des options comme un reminder de ce que ça peut faire, ça aurait été pas pire. Mais bon. Fait que là, comme je dis, on a choisi trois. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a des affaires qu'on n'a pas dans notre liste, là, mais je vais quand même profiter de cette vidéo-là pour vous dire tout ce que vous pouvez faire avec toutes les places possibles et imaginables. Alors, il y a d'abord le 62e Command Post qu'on n'a pas ici, qui est celui-là, qu'on n'a pas dans nos cartes, mais qu'on peut piger. D'abord, il faut comprendre qu'à peu près toutes les places, ben pas à peu près, je pense, toutes les places ici, là, où il y a un petit rond, là, ça peut se faire bombarder par les Allemands, puis ça peut être disrupté, là. Fait que, on va le voir assez vite là, quand on va faire notre première phase allemande, là, surtout dans le premier deck, là, c'est assez intense en termes de bombardement. Là, le jeu veut commencer ses chapeaux de roue, là, puis vous mettre un petit peu sur les talons. Là. Mais quand les Allemands vont bombarder ici, là, il y a beaucoup de ces locations-là qui vont se ramasser avec des tokens de disruption, qui appellent là, la location est perturbée ou est décalissée le temps d'un bombardement. Fait que la majorité des endroits, quand vous pigez leur carte, une des affaires que vous pouvez faire, c'est que si l'endroit en question est disrupted, vous enlevez le token de disrupted. Puis ça, c'est nécessaire parce que rappelez-vous, je pense que je l'ai dit aux vidéos précédentes, si cet emplacement-là est disrupted et se fait disrupter une deuxième fois, c'est game over. OK, puis là, on va voir là, les bombardiers, quels endroits qui vont péter en priorité ou comment ça marche cette petite patente-là. Là. Mais fait que, une des affaires qu'on peut faire quand on a la carte du 62e machin truc, c'est d'enlever le disruption token s'il est là. Ça, c'est toujours une action qui est, c'est jamais quelque chose que vous allez vous vanter, là, puis dire, ah wow, super tôt, le fun, j'ai enlevé des tokens de disruption, mais c'est de la maintenance qu'il faut faire éventuellement, puis qui vous fait perdre des actions intéressantes. Euh, Dans le fond, c'est une façon de jouer défensif plutôt que de jouer offensif, là, mais à un moment donné, vous n'aurez pas le choix parce que quand les bombardiers se mettent à passer sa ville, là, c'est lettre en asti une fois qu'ils sont partis. Là. Si l'endroit n'est pas disrupted, parce que ça, c'est l'autre affaire, fait qu'une des raisons de faire ce qu'on appelle un recover, c'est-à-dire d'enlever un disrupted token, c'est que souvent, quand il est disrupted, vous ne pouvez pas rien colisser avec. Si cet endroit-là, comme tel, n'est pas disrupted puis vous l'avez pigé, une des affaires que vous pouvez faire, c'est venir colisser 5 patentes dans le staging area qui est ici. Et quelles patentes pouvez-vous crisser là? Vous pouvez crisser des munitions, vous pouvez crisser de la bouffe, des trousses de premiers soins, puis des sappers. Alors ça, c'est toutes des affaires que vous allez avoir de disponibles. Trousse de. Fait que munitions est ici. Trousse de premiers soins est ici. Bouffe est ici. On a vu qu'il y en a déjà dans la maison, mais on peut en mettre d'autres. Puis les sappers sont ici. Alors, vous pouvez mettre une combinaison de 5 tokens. Vous pouvez colisser 5 de bouffe si vous avez 5 de bouffe disponibles. Là, je n'ai gagne 4. On est limité par les tokens physiques. J'ai 4 marqueurs de premiers soins, j'ai 4 marqueurs de munitions, puis 6 marqueurs de sapper. Fait que vous pouvez venir mettre une combinaison de 5 de ces patentes-là dans le staging area. Puis on va y revenir à ce que ça fait quand il y a du stock dans le staging area, mais c'est souvent la première étape pour amener des supplies, si on veut, dans la maison. L'autre chose que vous pouvez faire avec cette action-là, c'est de prendre la carte ici de Storm Group qui est là, puis d'essayer de la faire. Donc de charger une des maisons environnantes à Pavlov's House qui est listée ici. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup plus tard dans la game, mais ça prend cette carte-là pour faire ça. Avec une carte des 13e Guards, comme on a pogné, vous pouvez d'abord faire un recover si cette place-là est disrupted. Si elle n'est pas disrupted, vous pouvez amener 6 points de counters directement dans les réserves de la maison ici. C'est quoi des points de counters si je m'en viens ici? Chaque counter que vous voyez ici, là, vous remarquez le nombre de petits points jaunes qu'il y a en bas à droite. C'est le coût. C'est quand je dis qu'on peut amener 6 points de stock, là, le nombre de petits points jaunes, c'est le coût d'amener ce token-là dans les réserves de la maison de Pavlov. Fait qu'il y a des petits soldats super cheap. Là, évidemment, ça va avec les performances relatives qui se lèvent, qu'on voit ici, là, sans rien y enlever à lui et sa famille. Là. Il n'est pas vergeux. Lui, il coûte seulement 1 à amener, mais il n'est pas très bon. Là. Puis à noter qu'avec cette action-là, vous pouvez aussi amener de l'équipement. Et vous pouvez amener un mix and match de soldats et d'équipements. L'équipement aussi a son coût en nombre de petits points jaunes que vous avez ici. Fait qu'avec l'action des 13e Guards, vous pouvez amener 6 points de monde dans la maison de Pavlov. Monde et ou weapon, en autant que vous ne dépassez pas, là, que le nombre de petits points jaunes ne dépasse pas 6 au total.
Si vous pigez les 8e guards, si on n'a pas pigé non plus, puis tant mieux parce qu'on n'aurait rien plus colisser avec vraiment. Fait que pour être capable d'utiliser les 8e guards, il faut que vous ayez des sappers qui sont dans la maison. C'est pas le cas au début de la game. Puis ça peut faire trois affaires. La première affaire que les sappers peuvent faire, c'est venir enlever le Disrupted Marker d'ici. Deuxième affaire que ça peut faire, c'est que les sappers peuvent venir, c'est des maçons aussi, ça a l'air, ils peuvent venir colmater les brèches. Fait que si par exemple il y a un mur qui a été amoché, vous prenez un sapper, vous l'enlevez du supply, puis vous venez augmenter la valeur de défense du mur de 1. Les trois actions de sapper nécessitent que vous preniez le token de sapper puis vous le retourniez dans le supply. Fait que les sappers sont précieux dans la maison, c'est un one-shot. De venir enlever le Disrupted Token ici, ça coûte un sapper. De venir améliorer un mur, ça coûte un sapper. Puis l'autre affaire que vous pouvez faire, c'est prendre un token de sapper puis venir le colisser sur n'importe quel track ici, sur cet emplacement-là. Puis le sapper, à ce moment-là, devient la dernière ligne de défense des éventuels tokens allemands qui vont progresser sur ces lignes-là. En fait, les sappers, là, moi, ma compréhension, c'est qu'ils vont venir miner la place autour de la maison en prévision que les Allemands marchent là-dedans puis explosent, là. Fait que, euh, fait que voilà, ça c'est la troisième affaire que vous pouvez faire avec les sappers. Avec le 139e qu'on a pigé en Chris, où sommes-nous ici? Vous pouvez venir enlever un Disrupted Marker d'ici. Vous pouvez venir crisser un petit token de Wire sur un endroit ici qui n'est pas Disrupted. Ou vous pouvez retourner une carte de Fog of War que vous venez de piger dans le supply. Fait que si vous avez en ce moment une carte de Fog of War dans les mains, vous pouvez la prendre puis vous pouvez la retourner dans le supply. Vous pouvez faire ça uniquement si les 4 ne sont pas disrupted. S'ils sont tous disrupted, autrement dit, vous pouvez pas faire ça. Mais s'il y en a 3 disrupted, tant qu'il y en a un disponible qui n'est pas disrupted, vous pouvez faire cette action-là, d'autant que vous ayez un Fog of War dans votre main, vous le retournez dans le supply. J'ai jamais vu ça. Dites-moi si vous avez réussi à faire ça. Si jamais vous avez des wire tokens sur les 4 spaces qui sont ici, dans la phase des cartes de Soviet, vous avez le droit de faire 4 actions au lieu de 3. Moi, j'ai jamais vu ça. Cette place-là se fait bombarder généralement comme le Chris. Puis c'est à peu près impossible d'avoir ça. Puis je suis pas sûr que ça vaut la peine parce que, OK, oui, vous pouvez faire 4 actions, mais encore là, 4 actions, dès que vous pigez une Fog of War, la quatrième action est gaspillée de toute façon. La Volga Flotilla, qu'on a pigé quand même 2 fois. Malheureusement, on ne sera pas capable d'utiliser, ça me fait bien chier. Alors, la Volga Flotilla, pour être capable de l'utiliser, d'abord, vous devez avoir, bon, premièrement, vous pouvez encore faire un recover d'un de ces 3 petits ronds-là, enlever un Disrupted Marker d'un de ces 3 petits ronds-là. Sinon, pour l'utiliser, il doit y avoir du stock dans le Staging Area. Pour faire cette première action-là, vous prenez 3 patentes de votre choix dans le Staging Area, puis vous venez les coller ici sur toutes les cases ici qui sont libres. Fait que si ça c'est disrupted, par exemple, vous allez juste pouvoir prendre 2 patentes du staging area pour venir les mettre ici. Fait que vous êtes limité si les petits bateaux ont été pétés par les Allemands ou quelque chose de même, ou les trucks, whatever, là, vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Fait que, mais dans un monde pristine, immaculé comme celui-là, si vous avez un paquet de stock dans le staging area avec une carte de Volga Flotilla, vous pouvez venir mettre 3 patentes ici. Puis vous l'aurez peut-être deviné, mais avec une autre carte de Volga Flotilla, si vous avez du stock sur ces affaires-là, vous pouvez jouer la carte, prendre enfin ce stock-là, puis le colisser dans la maison. Fait que c'est ce qu'on appelle un 3-step process. Quand on veut essayer d'amener du stock dans la maison, il faut d'abord faire un resupply avec cette gang-là pour venir colisser 5 tokens de notre choix ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut jouer une carte de Volga Flotilla pour venir remplir les cases ici qui sont disponibles. Et ensuite, il faut jouer une autre carte de Volga Flotilla pour prendre le stock qui est là et l'amener dans la maison. C'est de l'ouvrage en crise. Puis si les cartes ne sortent pas dans le bon ordre, comme ça semble être malheureusement parti pour être notre cas ici, ben on est fourré. Comme là, on a 2 cartes de Volga Flotilla qui ont été passées, mais étant donné qu'on n'a pas pigé de carte du 62e machin truc, qui est celui qui nous permet de remplir le staging area, ben le staging area est vide, fait que ces petites cartes-là servent absolument à rien. D'autant que les places ne sont pas disrupted. Mais il faut être mardeux quand même pour pogner le 62e et 2 cartes de Volga Flotilla. En plus, tout ça sur des cartes différentes pour être capable de faire ça. Le problème qu'il faut toujours garder en tête, c'est que voici 2 cartes de Volga Flotilla qu'on ne reverra pas pour un bout. Parce que là, toutes ces cartes-là, peu importe ce qu'on fait, on va les défausser à la fin de la phase. Fait que je ne sais pas combien il y a de cartes de Volga Military Flotilla, mais il n'y en a pas une tonne.
Fait que, tu sais, s'il y en a 7-8, on en a déjà deux de passés. Fait qu'on a de la misère à amener du stock peut-être dans la maison, dans notre playthrough. Ça part bien. Puis les deux dernières affaires qui nous restent à voir, on les a ici, le 1083e puis le 267e. C'est un peu la même calice d'affaires. C'est des batteries anti-aériennes. Euh, fait que ça ici, si c'est disrupted, vous pouvez enlever le token de disruption. Même affaire. Si c'est pas disrupted, vous pouvez venir mettre un marker de trucs anti-aircraft puis venir le mettre ici. Ça va être une défense puis ça va nous protéger un peu contre les bombardiers allemands. Fait que ça, vous pouvez faire ça ici au 267 puis vous pouvez faire ça au 1083 aussi qui est ici. C'est vrai, j'ai oublié une dernière affaire qui est ici, qu'on n'a pas pigé non plus, le 32e machin truc, ça c'est plus de l'artillerie. Même principe, vous allez enlever un token de disruption qui est ici. S'il n'y a pas de token de disruption, vous pouvez, si vous voulez, venir colisser une artillerie sur une de ces deux places-là. Puis bon, une artillerie, c'est compliqué à utiliser, mais quand vous réussissez à l'utiliser, c'est bon. Ça vous prend un spotter qui est dans la maison. Puis le spotter qui est dans la maison fait un call à l'artillerie, puis dit Hey mon pit, tu tires à peu près sur cette rue-là, à cet endroit-là, puis ça peut faire mal en tabarnak. C'est dur à faire, puis sont durs à garder en jeu, là. Mais si vous réussissez à les avoir en combinaison avec des spotters, c'est quand même très intéressant. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec ces belles cartes-là, en conclusion? Fait que je vais utiliser. Fait qu'on va venir se crisser une batterie anti-aérienne sur le 1083e. Fait qu'officiellement, j'utilise cette carte-là, j'utilise cette portion-là de cette carte-là. Je viens crisser de mon supply un truc anti-aérien, puis je vais venir le mettre ici. Puis là, officiellement, cette carte-là, elle a été utilisée, fait qu'elle est défaussée. Je vais faire la même affaire avec le 267e, machin chouette. Fait que je défausse ça. Je m'en viens ici. Pogne une batterie anti-aircraft, on va venir la mettre là. Puis, parce que ça me tente, on va utiliser ça ici pour garnir la maison un petit peu. Fait que celle-là, officiellement, je ne l'utiliserai pas. Fait qu'à part, celle-là, j'utilise le 13e Guards Rifle Division Command Post qui me permet d'amener 6 points de stock directement dans la maison. Fait que là, on va venir checker ça ici. Puis, qu'est-ce qui est bon au début? Là, il y a beaucoup d'icônes que vous connaissez pas là, sur les. Tu sais, il y en a qui ont des lettres puis tout le kit là. Fait que. 6 points de stock. Fait qu'on peut flooder à la maison avec du monde pas bon, là. Euh, c'est sûr que Chekhov, il est quelqu'un en crise. Je pense que je vais amener Chekhov assurément. Je peux-tu amener Chekhov puis un gars de commande? Non, ils sont pas fous, hein. Qu'est-ce qu'on a déjà dans la maison? Je pense qu'à part Pavlov, c'est tout du monde ordinaire. Ouais. C'est tout des petits bonhommes 1-1 à part Pavlov, qui est un commandant. Il y a deux autres commandants. Il y a lui, Afanassiev. Puis, ce qui est l'autre, Nomov. Les deux valent 4. Calice. Alright, je pense qu'on va faire, on va amener j'ai appelé ça un spotter, là, mais officiellement c'est F, c'est un forward observer. Je pense qu'on va amener Nomov, un autre leader, avec Sarkissan. Fait que je fais tout simplement, je les prends, ils valent 6 au total, puis je viens les coller ici. Pour l'instant, c'est ça. Fait qu'on a fait notre première carte de Soviet. Évidemment que ça va bien. Dans le prochain vidéo, je vais vous montrer et on va faire tout ce que les Allemands peuvent faire pour nous faire chier. Fait que je vais vous montrer tous les types de cartes allemandes qui existent d'abord, puis ensuite on va le faire pour notre playthrough, là, la première phase des Allemands. Là. Fait qu'encore là, on progresse de manière chronologique dans le jeu. Là. Notre premier tour va être plus long, mais j'ai décidé de faire les explications dans les 3 premières vidéos au fur et à mesure que je faisais les 3 premières phases. Puis après ça, on va rouler, là, on va faire les tours rapidement parce que vous allez connaître tous les règlements. Fait que les Allemands ripostent dans le prochain vidéo. Manquez pas ça. À plus.